L'invité du jour. Monsieur Arnold Dabier, vous êtes psychologue social et du travail et psychothérapeute. Bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que la cyberdépendance? La cyberdépendance, au premier abord, c'est un trouble psychologique. On peut la définir comme une maladie psychologique. Si on peut faire simplement maladie mentale. Un trouble psychologique qui traduit une addiction, une envie forte, incontrôlable pour la personne qui en souffre d'avoir recours à tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, objets numériques, jeux vidéo, peut-être dans une certaine mesure télévision, mais en tout cas on va rester cantonné pour l'instant de ce qui est Internet et outils numériques. Mais à quel moment réellement on parle de dépendance à tout ce qui est Internet et consorts? Je vous donne déjà les résultats d'une étude américaine qui, elle dit, passer plus de 3 heures devant un ordinateur, sur les réseaux sociaux, sur son téléphone, augmente le risque de développer une maladie mentale, en l'occurrence la dépression, augmente le risque de devenir anxieux. Et donc ça déjà, ça interpelle sur le risque potentiel que représentent ces outils-là, qui au demeurant sont des outils de communication qui peuvent sembler inoffensifs, mais dont l'utilisation peut poser problème. Ça interpelle et ça fait peur quand on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de Internet, même dans les entreprises, vraiment on ne peut pas s'en défaire. Donc là, est-ce qu'on va parler de cyberdépendance à leur niveau? Effectivement, la question peut se poser pour ceux qui en font leur travail. Prenons le cas d'un community manager qui l'utilise pour travailler. Déjà même, la finalité de l'utilisation, elle est moins une action passive, mais plus une action active. Il l'utilise pour travailler, ce qui fait qu'il a des objectifs à atteindre qui le poussent à utiliser ces outils-là. À l'inverse de quelqu'un qui est passif et qui utilise, et qui est par exemple sur Facebook, en train de naviguer, à regarder des potins, à écouter des émissions qui peut-être n'ont pas forcément un rapport direct avec son activité professionnelle ou bien qui pourraient avoir une incidence sur sa vie sociale. Là, on parle de dépendance. Là, il peut y avoir problème à ce niveau-là. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il faut savoir que certaines personnes peuvent être sujettes à la dépendance. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Je parle des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, une faible estime de soi. Des personnes qui, effectivement, sont en difficulté. Et là, se trouvant dans ce genre de situation-là, elles voient dans l'utilisation de ces outils-là comme un échappatoire. Ça agit comme une drogue. Parce que, faut le dire clairement, les mêmes canaux psychiques, psychologiques, en tout cas au niveau du cerveau, qu'empruntent les drogues comme on les connaît, les substances pour créer de la dépendance. C'est le même schéma qu'empruntent ce qui est réseaux sociaux pour ceux qui sont dépendants. Ce qui va nous amener à poser la question de savoir à quel moment déjà il faut faire attention. Il faut se dire attention, je deviens dépendant, attention, quel est le signal? Effectivement, le signal déjà, identifier le temps passé de façon passive. J'insiste sur le terme passif. Le temps passé de façon passive sur Internet. Ça permet de différencier ceux qui l'utilisent pour travailler de ceux qui l'utilisent pour juste aller sur les réseaux sociaux, pour juste être des acteurs passifs. Donc le temps passé de façon passive sur Internet. 2, 3 heures, 4 heures, c'est quelque chose qui peut poser problème déjà. Quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas Internet, on n'a pas accès à notre réseau social, on est irrité, on est irritable, il y a problème. Quand on est en train de travailler et on a comme cette envie incompressible chaque 5 minutes de devoir toucher son téléphone pour regarder Facebook, pour voir ce qui s'y passe, pour aller sur Instagram, il y a problème. Vous voyez, vous vous trouvez devant des personnes qui préfèrent, entre guillemets, la compagnie d'amis virtuels sur Facebook à la compagnie de personnes réelles physiques. Là, il y a problème. Et donc, ils s'enferment quelquefois dans une sorte de tour d'ivoire où elles refusent de parler aux gens, mais elles sont plus enclines à échanger avec des personnes virtuelles. Là, il y a problème. Quand je parle d'estime de soi, l'origine, elle est assez lointaine. C'est-à-dire le rapport direct avec la relation avec les parents. C'est à ce niveau-là que s'origine même l'estime de soi. Quand il y a un problème à ce niveau-là, un problème affectif avec les parents, vous avez des enfants, par exemple, des jeunes, des adultes même, qui vivent une vie autre au travers des jeux vidéo. Et quand ils ressortent de là, ils en ont retiré un bénéfice, mais ils ont envie de retourner là-bas. Quand ça se présente comme tel, on voit là le rapport, du moins le parallèle possible avec ce que fait sur certaines personnes les drogues comme on les connaît. Vous voyez. C'est là qu'on parle de dépendance. Effectivement, c'est là qu'on parle de dépendance parce que la personne là maintenant veut chaque fois aller dans cet environnement-là pour être cette personne toute puissante-là. Et là, on parle de dépendance. Mais qu'est-ce qui pourrait aussi être à la base de cette dépendance-là? Est-ce que c'est pas la société même qui provoque cette dépendance? Ça renvoie aux parents, au rapport avec les parents, à comment les parents ont traité notre éducation. Ça pose problème à ce niveau-là. Deuxième chose, on est dans une société où l'hyperstimulation est à outrance. Facebook, Instagram, YouTube,
On a plein de messages qui viennent de partout. Des gens qui nous montrent leurs attraits parfaits, qui nous montrent un monde où tout est lisse, tout est parfait. Hyperstimulation, tout ce qui est beau est magnifié, au point où les personnes qui sont, en guillemets, moins belles se sentent frustrées et passent leur temps à regarder ça et à développer de l'anxiété et à souvent passer par la dépression. Et aussi, ça paraît paradoxal, mais c'est ce qui devrait se faire. De 0 à 3 ans, un enfant ne devrait même pas avoir accès à la télévision. Il ne devrait même pas avoir accès aux écrans. Malheureusement, dans le monde de maintenant, on a tendance à allumer la télévision puis on sort. On ne sait pas ce que l'enfant regarde, mais il regarde. On a tendance à lui donner une tablette à 5 ans, 6 ans, alors que c'est même pas l'âge pour ça. Et l'enfant, il passe, il regarde des vidéos qui, somme toute, l'accaparent, qui le façonnent psychologiquement, sans qu'on y prenne garde. Et après, on s'inquiète de ce que notre enfant développe tel comportement et autres. Et justement, ce qui va nous emmener à nous intéresser aux conséquences. Quelles sont les conséquences de la cyberdépendance? Pour un adulte déjà, au niveau professionnel, il y a problème. On peut perdre son travail. N'étant pas concentré, distrait, on n'est plus performant. Et donc, ça a un effet néfaste sur le travail. Et si on perd son travail, forcément, anxiété, dépression, vous voyez un peu le cercle vicieux dans lequel on se plonge. Socialement, ce sera quelqu'un qui sera isolé du monde, de sa famille, de ses amis. Il sera un peu comme dans une bulle où il vit sans qu'on puisse pénétrer cette bulle-là. Là, c'est au niveau professionnel et même social aussi. Comme je dis, socialement, on a du mal à interagir avec les autres autour de nous et les activités quotidiennes même peuvent poser problème. Mais imaginez une mère qui partage son attention entre son enfant et son téléphone. L'enfant, il ressent ça et donc il développe des retards en termes de développement et un psychomoteur. En couple, ça pose problème. Quand c'est Facebook qui prend le pas ou bien quand c'est LinkedIn pour les hommes qui prend le pas, ça devient compliqué, ça devient problématique. Au niveau de la santé, la cyberdépendance a un impact au niveau de la santé. Vous verrez des personnes qui sont cyberdépendantes, donc ne plus s'alimenter, ne plus dormir. Ça, on le remarque assez fréquemment. Des études ont montré que avec le temps passé à dormir a diminué à cause des réseaux sociaux. En se disant qu'on est couché, on se repose, on ne se repose pas. Le cerveau, il est en pleine activité. Là, souvent même, on le fait même avec un seul canal lumineux, le téléphone. Donc, ça fatigue les yeux, ça fatigue le nerf optique et ça agresse à ce moment-là que le cerveau a besoin de se reposer. Et donc là, quand on se couche maintenant, après 1 heure, 2 heures passées, quand on se réveille, on est fatigué, on a mal au dos, on a mal au cou, on a mal aux yeux, on se sent fatigué, on est irritable parce qu'on n'a pas accompagné correctement le sommeil qui devait se faire. Comment est-ce qu'on peut se libérer de cette emprise-là? Est-ce qu'on peut en guérir? Si oui, comment est-ce qu'on peut vraiment, on va dire, commencer cette cure de désintoxication? Effectivement, c'est une cure de désintoxication, vous avez parfaitement raison. Si on se sent les forces de pouvoir agir sur soi pour lutter, on peut utiliser certaines techniques. Moi, je propose par exemple à mes patients de faire de la relaxation, de trouver des moments où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien de tout ce qui est électronique, où ils prennent le temps de penser à rien d'autre qu'à eux-mêmes, qu'à quelque chose qui leur fait du bien. Rien d'autre que ça. L'idée, c'est de se désensibiliser soi-même, si on le peut, dans une certaine mesure. À côté de ça, il est important de se donner certaines limites, c'est-à-dire de se dire, ok, mon téléphone, quand je viens, si c'est ça qui pose le problème, si je peux travailler sans ça, collègue, tiens, attrape mon téléphone, tu me donnes ça à midi, puis c'est possible. Si c'est pas le cas, on se déconnecte de Facebook, si on peut le faire, on travaille, après on se reconnecte. Maintenant, pour ceux qui auront du mal à faire ces choses-là, je conseillerais de passer en cabinet par exemple. Il y a des techniques assez intéressantes. Déjà, on fera ensemble un diagnostic parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, de façon générale, les psychodépendances ont une origine quelquefois infantile. C'est lié quelquefois aux relations avec les parents. Et à ce niveau-là, on doit travailler ça. Quelquefois, souvent en tout cas, les personnes qui présentent des cyberdépendances sont accros à Internet, sont accros à Facebook pour échapper à quelque chose. Et il faut savoir, il faut identifier clairement qu'est-ce qui pousse la personne à être cyberdépendante, à quoi elle veut échapper. Et là maintenant, ensemble avec elle, on réfléchit à ça, on la confronte de façon à l'accompagner pour qu'elle comprenne, ça c'est un problème pour moi, il faut que je travaille dessus. Ce sera plus facile avec les enfants, parce qu'à un enfant on peut dire non. Ça c'est une chose importante qu'un parent doit intégrer. À un enfant on doit dire non. On peut dire non. Les pleurs, c'est quelque chose de normal. Nos parents à l'époque disaient, quand on pleure, c'est pas du sang qui coule, donc ça va passer. Et donc, un enfant qui pleure, à la limite, on l'encadre, on espère qu'il se blesse pas, qu'il se fasse pas du mal. Il va pleurer, il va se calmer. S'il peut comprendre ce qu'on lui dit, on lui explique. Non, il y a des limites. Tu as 7 ans, 8 ans, l'ordinateur ou bien la tablette, c'est les week-ends. Tu vas à l'école en semaine, c'est pas possible en semaine. Ce sera les week-ends. Et les week-ends, c'est 1 heure par jour, ou bien c'est 30 minutes par jour. Il faut être ferme.
Donc à défaut de pouvoir soi-même faire sa cure, ou alors pour le parent de faire la cure pour aider l'enfant, on peut voir le psychologue, c'est ça. Et vous, quel est l'accompagnement que vous faites? Effectivement, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Déjà, première chose, quand les parents viennent en cabinet, ils sont écoutés, l'enfant est écouté. On essaie de voir ce qui pose problème, pourquoi cette situation se passe ainsi, pour tenter de faire un diagnostic, pour savoir ce qui ne va pas concrètement. Si on se rend compte qu'on est face à un enfant qui est cyberdépendant, étant une addiction comportementale, on pourra utiliser par exemple des thérapies comportementales cognitives qui vont aider l'enfant à changer de comportement. Parce que c'est sur ça qu'on va agir. On va agir sur comment changer cet apprentissage. Parce que là, il y a eu mauvais apprentissage. Un apprentissage qui est défaillant, qui pose problème. Donc, on peut en guérir. Effectivement, on peut en guérir. Ça reste un trouble psychologique, on peut en guérir. C'est vrai que pour les grandes personnes, il faut le vouloir. Mais déjà, la démarche de se rendre chez un psychologue ou un spécialiste en disant j'ai un problème, c'est déjà le premier pas. Ça montre qu'il y a une envie de sortir de cette situation-là. Il faut savoir que nous sommes 5 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. C'est énorme. Et donc, ce nombre pléthorique d'utilisateurs-là a besoin de comprendre qu'à un certain moment, il faut faire un break. Faire des pauses, c'est important. Il faut intégrer ça dans son fonctionnement. Les réseaux sociaux, ça peut être dangereux si c'est mal utilisé. Donc, il faut intégrer des pauses. 1 heure, après 1h30, faire une pause. Peut-être à la limite, sur son téléphone, intégrer des petits outils qui vont couper la connexion, bien dans le genre des petites alertes, des petites sonneries pour nous inciter à comprendre que c'est le moment de faire une pause. Ce genre de choses-là. Monsieur Arnold Dabié, merci beaucoup à vous. Merci, c'est vous que je remercie en tout cas.